Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information au sommaire de l'actualité ce soir. C'est le grand jour pour les collégiens guinéens. Ce lundi marque le coup d'envoi des épreuves du brevet d'études de premier cycle avec 136 639 candidats, dont plus de 62 000 filles. Et puis 89 partis politiques ont répondu à l'invitation de la Direction générale des affaires politiques. C'est pour la vulgarisation de la nouvelle loi portant régime des partis et organisations politiques en Guinée. Enfin, c'est la course à la montre pour les travaux de finition du stade général Lansana Conté de Nongo. Les autorités tiennent à l'homologation du stade avant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, en plus bref et en image, le premier ministre-chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a entamé son périple chinois par une rencontre avec les responsables du China Elco au cours des échanges, le renforcement du partenariat industriel entre la Guinée et le groupe chinois engagé dans les secteurs des mines et la transformation en Guinée. Comme annoncé dans les titres, sur le jour J pour les collégiens guinéens, ce lundi marque le début des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Cette année, ils sont exactement 136 639 candidats, dont plus de 62 000 filles, à se lancer à l'assaut de ce premier diplôme. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Alpha Bakar Bari, qui a donné le coup d'envoi à l'école primaire de Dixine Centre 1. Images et commentaires. Abdulaziz Baldé. L'heure de vérité a sonné. Dès les premières lueurs du jour, les centres d'examen ont vibré au rythme de l'effervescence des grands jours. À l'école primaire Dixine Centre 1, l'atmosphère est solennelle. C'est ici que le ministre Alpha Bakar Bari est venu lancer la première épreuve. Face aux candidats, le message de l'autorité est limpide. Cette session 2026 ne fera aucune concession. Tolérance zéro pour les fraudeurs, la rigueur doit être la seule boussole de ces évaluations. Toutes les mesures anti-fraude sont mises en place, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a nous, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, et c'est le lieu pour moi de lancer encore un appel à tous ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, à tous ceux qui sont tentés de faire entrer leur téléphone dans les salles de classe, à tous ceux qui sont tentés d'opérer des fraudes. Je les en dissuade parce que derrière nous avons toute une batterie de mesures pour non seulement détecter ces fraudes, mais aussi sanctionner, parce qu'il n'y a pas de place pour un fraudeur dans notre système éducatif. Sous des regards attentifs, le ministre procède au rituel, l'ouverture de l'enveloppe confidentielle. C'est l'épreuve de rédaction qui ouvre officiellement le bal de cette session 2026. Il fallait qu'on soit là pour nous rassurer de la mise en place des autres conditions qui permettaient aux enfants de faire l'examen dans les bonnes conditions. La facilité n'avance jamais et ils n'ont qu'à prendre le courage et aller avec sérénité pour la prospérité de notre pays, comme le souhaite le président de la République. Nous avons reçu tout ce qui est logistique lié aux examens nationaux. On est fin prêt. Vraiment, le processus est déclenché. C'est la simultanéité dans le travail et le secrétariat de correction aussi va commencer à travailler aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas le retard dans la diffusion des résultats. À l'image de la commune de Dixine, le même exercice républicain s'est déroulé à l'école primaire Hadia Chabadi Imbaya dans la commune de Bestia. Venus superviser le lancement des épreuves, les membres du gouvernement présents ont délivré un message identique à celui de leur homologue. Mais ici, un détail inédit capte instantanément l'attention. Revêtus de leur uniforme, les élèves de Prytanée militaire composent sur la même table que les autres candidats. La particularité que moi j'ai constatée ici, c'est que nous avons également les élèves du Prytanée militaire qui sont ici. Et ça démontre aussi l'esprit d'équité, parce qu'on aurait pu les mettre ensemble à eux seuls, Prytanée, mais on les a dispersés entre les élèves des écoles de l'enseignement général ici. Je crois que c'est extrêmement important. Ça permet de rassurer également les autres que tout est en train de se passer sur une base d'équité. Nous avons trouvé un dispositif impeccable et quand on a bien appris courant de l'année, on n'a pas besoin d'être stressé parce que les épreuves répondent parfaitement
aux différents cours qui ont été enseignés durant toute l'année. Au total, ce sont 136 639 élèves, dont 62 800 jeunes filles, qui composent cette année à travers le pays. Malgré la pression des examens, pas de panique dans les rangs. Les candidats affichaient moral d'acier, prêts à restituer 4 années de travail au collège. Je suis confiante et sereine et dès le début de l'année, j'ai commencé à réviser, à faire des exercices à la maison, à l'école et avec mon prof aussi. Je suis trop contente d'être avec mes collègues, même si je suis à l'école militaire. Donc je suis très contente de passer cet examen avec eux. Les examens se poursuivront tout au long de la semaine. Pour ces dizaines de milliers de jeunes Guinéens, le marathon ne fait que commencer. Les candidats ont désormais 4 jours pour transformer leur effort en réussite. Tout comme à Conakry, les premières épreuves du brevet d'études du premier cycle ont été également lancées dans les 7 autres régions administratives du pays. De Nzérékoré à Boké en passant par Kindia, Mamoulabé, Farana et Kankan, la sérénité était de mise. Une étape cruciale à franchir pour accéder au lycée. Le condensé est signé de notre correspondant régional basé à Farana, Ibrahim Oulin Fofana. Le coup d'envoi du brevet d'études du premier cycle au niveau de la région forestière est donné à Massinta par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après la montée des couleurs à l'école primaire Zébéla Toba, c'est dans l'enceinte du groupe scolaire Sainte-Thérèse que la première épreuve a été lancée. Tous les cadres sont mobilisés pour se rassurer que vous êtes en train de passer les examens dans de très bonnes conditions. Et c'est aussi important pour vous permettre effectivement d'être récompensé parce que quelqu'un qui a travaillé durement, quelqu'un qui a pu écouter, quelqu'un qui a révisé, il faut absolument aussi mettre toutes les conditions pour que son mérite soit récompensé. La région présente globalement 15 781 en enseignement général, dont 6 409 filles. En franco-arabe, 643 candidats, dont 79 filles. Dans la commune urbaine de Nzérékoré, les épreuves sont lancées en présence du gouverneur de région au lycée Félix Roland Moumié. Qu'on a lancé là, que nos enfants comprennent et avoir leur brevet. Parce que c'est le souci de tous les parents. Nous remercions les parents d'élèves d'avoir les conduits jusqu'à cette année. Les préparatifs, ce n'est pas hier qu'on a démarré à préparer les enseignants, les élèves. C'est depuis la rentrée. Dans la savane guinéenne, la région administrative de Kankan a au total, au compte de l'enseignement général, 37 297 candidats et 11 893 au compte de franco-arabe. Ils sont répartis dans 260 centres. Les autorités administratives ont officiellement lancé les épreuves au lycée-collège Mariam Gouabi. De vous dire toute notre satisfaction par rapport aux dispositions déjà prises. Je peux vous rassurer que le dispositif régional est opérationnel, conformément aux directives de M. le ministre. Aujourd'hui, nous avons vu que le calme est olympien. Les enfants se sont bien préparés, ils sont motivés, ils ont le courage d'affronter les premières épreuves. Dans la région administrative de Farana, au cœur des 140, c'est le centre lycée Gamal Abdel Nasser qui a abrité le lancement officiel à 9h pile. Ici, le lancement s'est déroulé devant les coordinateurs nationaux de la région et de la préfecture, ainsi que les autorités administratives et services de sécurité. Donc, le total régional est 6614 candidats pour toute la région et 2322 filles. C'est pour 37 salles dans l'ensemble. Et ça, c'est grâce au leadership de monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, qui a mis en place un dispositif. Ces examens nationaux ont effectivement démarré dans le calme et la sérénité dans la région de Mamou. C'est dans la salle 3 du lycée El Haj Aboubakar Doukouré, située au centre-ville, que les autorités de Mamou ont procédé au lancement des épreuves. La région administrative de Mamou compte 3208 candidats, dont 1708 filles. Ils sont repartis dans 18 centres. L'évaluation, ce n'est pas une sanction négative, c'est une manière de dire oui, si ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour corriger les erreurs de cette année pour que l'année à venir je sois admis. La région administrative de l'Abbé présente 5 996 candidats, dont 3 755 filles reparties dans 34 centres d'examen. Dans la cité de Karamoko Alpha Molabé,
Les autorités administratives et éducatives ont prodigué des conseils avant le lancement des épreuves au complexe scolaire Yassine Diallo. Que nous avons préparé la situation du jour de l'ouverture jusqu'à maintenant et nous pensons que nous allons franchir ces épreuves avec enthousiasme et satisfaction. Toutes les dispositions utiles ont été prises, non seulement au préfecture de l'Abbé, mais à Lelouma, Koubia, partout où nous sommes passés à Mali. Les dispositions sont de même. Les autorités administratives et locales ont vraiment travaillé main à main avec nos représentants à la base. Dans la commune urbaine de Boké, c'est au complexe scolaire Filira que la première épreuve du BEPC a été officiellement lancée, l'occasion de prodiguer d'utiles conseils aux candidats. Dans la préfecture de Fria également, les autorités administratives et éducatives étaient au collège Agamma pour assister au démarrage officiel du BEPC. C'est que tout le monde est impliqué dans le processus de l'éducation. Et les hommes en uniforme, les autorités à tous les niveaux. Et que cela signifie que l'éducation est l'affaire de tous. À Data, nous pensons bien, selon les différents centres que nous avons visités, que les examens se passent dans une sérénité totale. Et nous demandons à tous les candidats de faire preuve de sérénité et de courage. Dans la ville des Agrumes à Kindia, l'autorité préfectorale a lancé les épreuves dans une sérénité totale. Ici, au collège Kindia 4 à Kondeta 3, toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement de ce brevet. On salue la présentation de l'école, la discipline qui a caractérisé les élèves et les enseignants, et ça nous a rassurés à plus d'un titre. La consigne de Monsieur le ministre, elle est très simple. C'est la rigueur, la transparence, l'équité, l'égalité au niveau de tous les candidats pour que les meilleurs enfin soient admis dans cet examen. Dans toutes ces 7 régions administratives de l'intérieur du pays, les épreuves ont démarré comme prévu devant les acteurs concernés. Le dispositif sécuritaire est solide sous la dynamique tolérance zéro. Et puis, au sein de l'enseignement professionnel, les candidats viennent d'entamer la phase pratique des épreuves à Conakry. L'association pour la promotion des écoles privées a procédé au lancement des sujets dans plusieurs centres, s'assurer du bon déroulement des examens, encourager les candidats afin d'avoir le maximum d'admis cette année était au centre des préoccupations de l'APEP. Bakari Bambakonde. Une semaine après la clôture des épreuves théoriques, les candidats des écoles professionnelles entrent dans la phase décisive de leur cursus, les examens pratiques. Sous la houlette de l'association pour la promotion des écoles privées APEP, cette phase vise à évaluer la compétence opérationnelle des futurs professionnels avant leur entrée sur le marché du travail. Le coup d'envoi officiel a été donné à l'Institut de formation technique et professionnelle Fayol Plus. L'enseignement technique, les travaux pratiques comptent beaucoup. On est à 70% presque des points que les enfants doivent avoir. Et l'avantage que nous avons ici aussi est la satisfaction et surtout la collaboration avec les ordres. L'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes qui ont répondu massivement pour l'évaluation parce que c'est eux qui évaluent. Les candidats au diplôme d'infirmier d'État ainsi que les futurs pharmaciens ont été les premiers à passer devant les jurys. Il s'agit de vérifier au-delà des connaissances théoriques, la maîtrise des gestes techniques, la rigueur et la capacité des étudiants à gérer des situations concrètes. Je me sens très bien. On est là pour apprendre parce que notre métier c'est trop risqué. C'est dans la vie des gens qui se trouvent dans notre main. C'est à cause de ça on fait tout ça pour voir quels sont les meilleurs qui peuvent rester dans les structures sanitaires. Après Fayol Plus, le président de l'APEP a sillonné plusieurs centres d'examen. Ces visites de terrain ont permis de constater le sérieux des candidats et la bonne organisation des dispositifs mis en place dans les différents établissements. L'organisation a été parfaite. Nous avons 2 membres du jury de chaque côté. Nous avons 2 membres de l'ANEGI et 2 membres de l'APEP qui sont en train d'évaluer, des médecins et des infirmiers. Vous avez tout le matériel qui est là devant vous, même vous allez témoigner. Et il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir les évaluer. Cette année, ils sont 3228 candidats de la ville de Conakry à passer ces épreuves selon l'APEP. L'engagement de l'association à superviser ces épreuves de près témoigne de sa détermination à former une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins réels de la nation.
89 formations politiques ont répondu à l'invitation de la Direction générale des affaires politiques. C'est dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle loi portant régime des partis et autres organisations à caractère politique en Guinée. Il s'agit de redessiner le paysage dans un esprit d'inclusion de tous les acteurs concernés. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Dans une dynamique de réforme et de modernisation du paysage politique en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des affaires politiques, initie cette rencontre des acteurs politiques. La démarche porte sur la vulgarisation de la loi organique L035 du CNT portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. C'est une loi nouvelle, une loi innovante qui apporte beaucoup de réformes, des réformes structurantes sur la vie politique en Guinée. Donc il est normal et judicieux que ceux-là qui sont les premiers intéressés, notamment les partis politiques et les mouvements politiques, qu'ils s'approprient. 89 partis politiques étaient invités à cette rencontre de compréhension de la nouvelle loi qui régit le fonctionnement de la vie politique en Guinée. Les critères de création plus stricts, axés sur la représentativité territoriale réelle des membres fondateurs, tout en encadrant formellement pour la première fois les mouvements politiques, les coalitions de partis politiques et les alliances d'opportunités électorales. 2. Elle impose aux partis politiques des obligations comptables modernes, l'établissement de rapports financiers annuels certifiés et leur soumission systématique au contrôle minutieux des institutions compétentes de l'État, notamment par la Cour des comptes, coupant ainsi court à l'opacité financière. 3. Elle érige la démocratie interne en dogme incontournable en exigeant la tenue de congrès réguliers pour le renouvellement des instances dirigeantes, un quota obligatoire d'au moins 30% de femmes à tous les niveaux de décision. Loin de contraindre ou d'étouffer les partis politiques, cette loi les libère du soupçon permanent, de l'informalité structurelle et de l'improvisation, afin de les permettre d'assumer dignement leur rôle de corps intermédiaire indispensable à l'équilibre démocratique. Pendant 2 jours, ces acteurs politiques vont renforcer leurs compétences sur les thèmes comme la typologie des organisations politiques, les procédures de constitution et d'administration des organisations politiques, la gestion des activités économiques des partis politiques et du contentieux, portant sur la phase transitoire de la nouvelle loi. Protection et promotion des droits de l'enfant, un procès fictif est organisé à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia sous le slogan « L'ANIFAN ». Étudiants, enseignants, professionnels de la justice et partenaires techniques entendent ainsi vulgariser le code de l'enfant et faire découvrir le fonctionnement d'un tribunal pour enfants, le tout pour renforcer l'engagement en faveur de la protection des mineurs. Habakarami Kamara, Tcherno Younoussaba. Dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant et de la culture de la paix, un procès fictif est organisé à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Placé sous le slogan L'ANIFAN, cette initiative vise à vulgariser le code de l'enfant et à renforcer la capacité des étudiants et enseignants sur les mécanismes de protection de l'enfance. Il faut se dire que cette action s'inscrit en droite ligne avec nos objectifs. Notre plan que nous avons mis en place dans le cadre de la vulgarisation du code de l'enfant. Et nous sommes dans le mois de juin qui constitue le mois de la célébration de l'enfance. Et cette activité, nous l'avons organisée pour magnifier également notre façon de célébrer, de renforcer, de communier avec la population, avec le monde universitaire. Notre fondation Terre des Hommes, il ne s'agit pas seulement d'une simulation, encore moins d'un spectacle. Cette activité portée par le tribunal pour enfants vise un noble objectif qui est en cohérence avec les objectifs du projet, mais aussi qui devrait pouvoir appliquer les dispositifs, quoique l'exercice soit une simulation prévue par la loi guinéenne. À travers ce procès fictif, inspiré des procédures judiciaires, les participants auront l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement du tribunal pour enfants de Conakry, ainsi que les principes qui encadrent la protection des mineurs. Avec l'appui de l'Union européenne et de ses partenaires,
Les procès simulés permettent aux étudiants en droit de découvrir concrètement le fonctionnement de la justice des mineurs et de mieux se préparer à leur future responsabilité professionnelle au service de la protection des droits des enfants. Cette activité s'inscrit pleinement dans le projet LANIFAN, La paix est bonne. La simulation de procès à laquelle nous assistons aujourd'hui est une illustration concrète de la manière dont la justice protège l'enfant. Non seulement lorsqu'il est victime, mais également lorsqu'il se trouve en conflit avec la loi. Elle permet aux étudiants de mieux comprendre les principes fondamentaux de la justice juvénile, notamment la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais affirmer avec force que la protection de l'enfant demeure une priorité absolue du gouvernement de la République de Guinée et particulièrement pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En réunissant étudiants, enseignants, professionnels de la justice et partenaires techniques, cette campagne de sensibilisation entend promouvoir une meilleure connaissance du Code de l'enfant et encourager l'engagement de tous en faveur de la promotion des enfants. En province, après l'émotion et les pertes considérables enregistrées suite à l'incendie du grand marché de Nzérékouré, l'heure est à la solidarité nationale. Une délégation conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est entretenue avec les victimes après la visite du marché calciné. Mohamed Saloupaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Quelques jours après le drame qui a réduit en cendres plusieurs magasins et marchandises au grand marché de Nzérékouré, une mission gouvernementale est au chevet des sinistrés dans la capitale forestière. Conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, accompagnée de la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, cette délégation est porteuse d'un message de compassion et de solidarité du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Le président Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a reçu ces informations de la catastrophe qui a eu lieu à Nzérékouré, il dit malgré qu'il est représenté sur le terrain, il dit qu'il est nécessaire d'envoyer une mission gouvernementale, de venir constater. Mais ce que nous avons vu, et il a vu les images, il dit que les dispositions nécessaires seront prises pour construire un marché digne à Nzérékouré. C'est le message de solidarité, de compassion que le président de la République nous a chargé de venir transmettre à la population de Nzérékouré. Votre présence parmi nous, accompagné de cette importante délégation gouvernementale, est un témoignage éloquent de la compassion, de l'engagement et de la possibilité du gouvernement auprès des citoyens en période d'épreuve. Elle traduit la volonté constante des autorités nationales de ne laisser aucune communauté seule face aux difficultés. La délégation s'est ensuite rendue à la Maison des Jeunes où une rencontre a été organisée avec les victimes, majoritairement composées de femmes commerçantes. Cette séance d'échange a permis aux sinistrés d'exprimer leurs cris de détresse face aux pertes enregistrées et aux difficultés auxquelles ils sont désormais confrontés. Vraiment, j'ai apprécié notre président bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya, parce que toute chose, il faut faire à son temps. Si ça a duré, c'est pas bon. Mais la manière dont il a pris précipitamment comme ça, là, envoyé une délégation vraiment de venir nous sensibiliser, vraiment remercier. Et on va aussi essayer de sensibiliser le commerçant. Cette visite de terrain est l'expression de la volonté du gouvernement d'accompagner les victimes dans cette épreuve difficile. Les autorités ont rassuré les victimes que les préoccupations exprimées seront transmises au chef de l'État, qu'une réponse appropriée soit apportée.
Après certains départements ministériels, la caravane de dépistage gratuit des agents de l'État pose ses valises au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. C'est une initiative conjointe Caisse nationale de prévoyance sociale et ministère de la Santé pour prévenir les maladies silencieuses en milieu professionnel. Alfaïsi Agaba. Ils sont nombreux, journalistes, techniciens et cadres, à avoir répondu à l'appel. Au sein du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, la prévention est devenue une urgence. Dans les stands installés, les agents ont accès à une batterie d'examens. Il s'agit du dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète. Ce sont des maladies silencieuses. Lorsque la Caisse nationale de prévoyance sociale nous donne cette opportunité, nous, travers la RTG, nous devrions vraiment la saisir. Aujourd'hui, cette activité qui touche les travailleurs de la RTG et ceux du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, pour nous, elle nous redonne, n'est-ce pas, foi de comprendre que le gouvernement, l'autorité suprême, porte un regard expressif sur nous. Il faut féliciter la CNPS à travers sa directrice générale Aminata Diallo, aussi le président de la République. Donc nous sommes très heureux au niveau du ministère de recevoir cette équipe. Les collègues qui n'ont pas pu se dépister aujourd'hui, il y a une session de rattrapage le 27 ici au même endroit. Derrière cette mobilisation, une synergie d'action. La Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale et le ministère de la Santé unissent leurs forces. L'objectif est clair, miser sur la prévention pour garantir une meilleure productivité et le bien-être des serviteurs de l'État. Le dépistage a beaucoup d'avantages. C'est d'abord identifier les personnes à risque de ces maladies-là pour pouvoir bénéficier des mesures préventives, mais aussi dépister tous les patients qui sont diabétiques et hypertendus pour les mettre à disposition une prise en charge et éviter qu'ils évoluent vers les complications de ces maladies. Cette campagne s'inscrit dans un programme national plus vaste visant à couvrir l'ensemble des départements ministériels sur toute l'étendue du territoire national. Une initiative qui illustre la volonté du gouvernement à placer l'humain au centre de la transformation de l'administration publique. Au sein de la Grande Muette, c'est dans le cadre du plan de coopération 2026 élaboré par le ministère de la Défense nationale et les coopérants français des cadres de l'intendant militaire viennent d'achever une formation sur le rôle et attribution du responsable financier. La cérémonie de clôture qui s'est déroulée au camp Almami Samori Touré a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. La suite avec adjudant-chef Oumar Kamara et les correspondants de la presse militaire. La formation sur les finances publiques dispensée par l'expert français au profit du pôle financier des forces armées guinéennes a officiellement pris fin ce vendredi. Ce renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Guinée en matière de gestion des ressources financières publiques, une initiative du ministère de la Défense nationale avec les directives de l'état-major général des armées. Nous avons en effet pu partager nos connaissances et nos expériences à la fois de façon conjointe et mutuelle sur l'importance du contrôle interne, la nécessaire auditabilité de ce que nous faisons dans l'optique toujours de pouvoir garantir au président de la République, chef des armées, le bon emploi de la ressource et de garantir également à la nation que les efforts qu'elle fait dans cette direction-là ne sont pas inutiles. Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, non seulement par rapport à la connaissance générale de la réglementation inhérente aux services administratifs et financiers des corps de troupes, mais aussi les différents rôles qui vous sont dévolus pour l'amélioration des conditions de vie des militaires dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Pendant 10 jours, les participants ont approfondi leur connaissance sur le rôle et attribution d'un chef service financier au sein d'une formation de cette cellule. Programmation budgétaire, l'exécution budgétaire et le contrôle interne. Nous prenons l'engagement de mettre en application des compétences acquises afin de renforcer nos performances professionnelles. Le défi de la rationalisation des ressources est immense. N'oubliez jamais que vous êtes les garants de la bonne gestion financière des forces armées. Vous devez agir avec la rigueur, la prévoyance et le sens des responsabilités d'un bon père de famille.
car chaque franc investi doit concourir directement à l'efficacité opérationnelle de vos unités. À travers cette initiative, les autorités militaires et leurs partenaires français réaffirment leur volonté de promouvoir une gestion financière moderne et performante au sein des institutions de défense. Vous disposez désormais des outils indispensables à la préparation, à la programmation, au suivi, à l'exécution du budget et des dépenses publiques, ainsi que de l'amélioration de la qualité de la dépense militaire telle qu'indiquée dans l'objectif 4 du plan de pilotage ministériel. C'est lieu de remercier sincèrement la coopération militaire française qui s'est toujours impliquée activement dans la qualification de notre administration à travers la formation du personnel. Venus de la Direction générale de l'intendance militaire, des états-majors particuliers et des régions militaires du pays, ces acteurs financiers des armées sont désormais outillés et capables de gérer efficacement et rigoureusement des ressources financières des armées. C'est par l'échange des cadeaux symboliques que cette cérémonie a pris fin ici, aux messes des officiers du bataillon du quartier général. Préserver ses acquis, renforcer la productivité, créer davantage d'emplois. Caporo, le gouvernement accélère sa vision de modernisation de la pêche artisanale. Les ministres du Plan et de la Pêche ont effectué une visite sur le site afin d'évaluer les investissements réalisés et définir les prochaines étapes pour faire du secteur un véritable levier de développement. Algassi Mouba. Sur les quais du port de pêche artisanal de Caporo, la coopération guinéo-japonaise affiche des résultats concrets. Aux côtés du chef de bureau de la JICA, les ministres du Plan, de la coopération internationale et du développement, ainsi que de la pêche et de l'économie maritime, sont venus mesurer l'impact des investissements consentis au profit des communautés de pêcheurs. Sur place, les autorités ont constaté les avancées enregistrées dans l'entretien des installations de traitement du poisson frais, la gestion des équipements et le renforcement des capacités opérationnelles du port. Des progrès qui traduisent la volonté des acteurs de préserver durablement les acquis de cette coopération exemplaire. Cette fois-ci, j'ai bien constaté l'amélioration des efforts de la partie guinéenne. Donc la partie guinéenne est en train de construire la fabrique de glace avec leur propre financement. Cette visite de terrain s'inscrit dans la dynamique gouvernementale de suivi des projets structurants et de valorisation des partenariats stratégiques. Les infrastructures réalisées avec l'appui du Japon témoignent aujourd'hui de la transformation progressive du secteur de la pêche artisanale, considéré comme un levier majeur de croissance économique et de création d'emplois. Toutes les recommandations de Monsieur le Premier ministre et son Excellence le Président de la République qui tient beaucoup à cette coopération qui est une coopération historique, une coopération gagnant-gagnant. Donc c'est pour montrer davantage au gouvernement japonais mais aussi au peuple japonais l'intérêt que nous portons pour ce partenariat. Vraiment un sentiment de satisfaction après cette visite et je salue mon collègue Monsieur le ministre de la coopération internationale de développement qui s'est lui-même engagé à nos côtés à ce que les projets là aboutissent. Nous saluons également nos partenaires qui viennent de constater et qui seront témoins auprès du gouvernement japonais et pour que nos coopérations ne soient pas entachées d'aucune autre situation d'impact de ce projet. À travers cette mission, les autorités guinéennes réaffirment leur engagement à faire du port de pêche artisanal de Caporo un pôle moderne, compétitif et durable. Direction Genève en Suisse où s'est tenue récemment la 133e réunion du bureau de l'Association internationale de la sécurité sociale et rendez-vous majeur pour les décideurs du secteur. La Guinée a été représentée au plus haut niveau par la générale Aminata Diallo. À cette rencontre, la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale est élue vice-présidente de l'Association internationale de sécurité sociale, une première en Afrique de l'Ouest. Alpha Siagaba. C'est une tribune d'influence où se dessine l'avenir de la protection sociale. La 133e réunion du bureau de l'Association internationale de la sécurité sociale réunie à Genève en Suisse, les experts et dirigeants des institutions de prévoyance sociale du monde entier. Au centre des débats, le renforcement de la résilience des systèmes face aux préoccupations
des assurés sociaux. J'accepte cette mission avec humilité, gratitude et je sais compter la mener dans un esprit de service, d'écoute et de dialogue au profit de notre communauté internationale, à travers laquelle des centaines de millions de personnes que nos institutions protègent chaque jour. Depuis sa création, elle est demeurée la maison commune de la protection sociale, ce lieu unique où les expériences nationales très diverses se rencontrent, se confrontent et s'enrichissent. À la suite de cette 133e édition qui mobilise 340 institutions et organismes répartis dans 165 pays, la Guinéenne Générale Aminata Diallo est élue vice-présidente de l'Association internationale de la sécurité sociale pour un mandat de 2 ans. Son élection et sa présence témoignent de la volonté de Conakry d'aligner le système national de sécurité sociale sur les exigences internationales. C'est un honneur pour ma personne et surtout pour mon pays et aussi pour l'Afrique de représenter aujourd'hui l'Afrique et la Guinée. C'est le moment de parler du repositionnement de mon pays qui est la Guinée au niveau de l'échelle internationale. Donc je ne pourrais terminer ma parole sans remercier le président de la République, Mamadi Doumbouya, pour son leadership et puisque c'est lui qui nous a confié cette mission en tant que général pour mettre les institutions de sécurité sociale au niveau de la République de Guinée. Il s'agit pour la délégation guinéenne de capitaliser sur les bonnes pratiques partagées par ses pairs, mais aussi de présenter les avancées enregistrées par la CNPS dans le cadre de la réforme du système de protection sociale guinéen. Dans l'actualité également, tenue des assemblées régionales des délégations consulaires de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée à Conakry, la session 2026 s'est tenue récemment entre les délégués consulaires, les enjeux liés au développement économique et au renforcement du tissu entrepreneurial national ont été longuement abordés. Mohamed Chérif Kamara, Mamadou Bassila. Cadre de concertation et d'échange, ces assemblées générales des délégations consulaires régionales ont permis de faire le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, tout en définissant les perspectives pour les mois à venir. À travers cette session 2026, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée entend renforcer la dynamique de proximité avec ses représentations régionales et consolider son rôle d'accompagnement du secteur privé. La tenue de cette Assemblée générale s'inscrit dans une dynamique de renforcement de notre gouvernance institutionnelle. Elle offre un cadre privilégié de dialogue, l'échange d'expériences et de partage d'informations entre les instances nationales et les élus de terrain. Les participants ont également échangé sur les défis auxquels font face les opérateurs économiques et sur les pistes susceptibles de favoriser un environnement des affaires plus compétitif. Notre engagement quotidien est de veiller à la création d'un environnement favorable aux affaires, à la facilitation d'investissements et à la protection des intérêts de nos acteurs économiques. Notre rôle est et demeure fondamentalement dans le soutien à la croissance économique, au développement et à la promotion des entreprises de nos opérateurs économiques. Force est de reconnaître que le progrès significatif ont été enregistrés dans plusieurs domaines et certains projets ont vu le jour. À l'issue des travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une meilleure représentativité des acteurs économiques et à renforcer les mécanismes de collaboration entre la Chambre de commerce et ses délégations régionales au service du développement du secteur privé guinéen. Même exercice du côté de Mamou, les élus consulaires se retrouvent pour l'Assemblée des délégués, la normalisation des activités économiques, notamment celles liées aux biens et services, étaient au cœur des échanges entre acteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Images et commentaires. La Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Mamou s'est engagée dans un vaste programme de normalisation des activités économiques et commerciales dans la région. Dans cette aventure, les opérateurs économiques, commerçants, étalagistes et artisans restent déterminés à relever les défis en plus des activités déjà menées.
Promesse tenue à l'occasion de la 4e assemblée consulaire régionale de l'institution. Tous les opérateurs, soit artisans, importateurs, commerçants, soit qui évoluent dans le secteur formel et informel, doivent d'abord adhérer à la Chambre de commerce. Et nous avons procédé au lancement de la carte d'adhésion et nous prospectons aussi dans le futur la construction de notre siège qui est bientôt acquis. Face à la hausse des prix des denrées de première nécessité, la Chambre régionale de Mamou est à pied d'œuvre pour mettre en place des mécanismes qui favorisent l'approvisionnement des produits de qualité aux consommateurs en vue de faciliter l'allègement du panier de la ménagère. Au-delà des infrastructures et des projets, notre ambition demeure la même, celle de bâtir une institution forte, moderne, crédible et capable d'accompagner efficacement le développement du secteur privé. Cette ambition ne pourra être réalisée que grâce à l'engagement collectif de tous les élus, à la qualité de notre collaboration avec les autorités administratives et locales et à la confiance de nos partenaires techniques et financiers. Nous sommes engagés à accompagner les acteurs du secteur informel vers la formalisation. C'est une condition pour accéder au marché et au financement. Renforcer les capacités de nos artisans et jeunes entrepreneurs sur la gestion, la qualité et le marketing. Les regards sont tournés vers la Chambre régionale de Mamou, conformément à sa mission pour soutenir le gouvernement dans sa vision de développement économique et social et l'amélioration du bien-être des populations. La lutte contre la fraude et la corruption dans les différents projets de développement était au cœur d'un atelier conjoint, groupe de la Banque mondiale. La passation des marchés, la gestion financière et des risques sont entre autres thèmes abordés au cours de cette session de formation qui s'est écoulée pendant 2 jours. Sona Sagnon. Renforcer l'intégrité dans la gestion des projets de développement, c'est l'objectif de cet atelier conjoint organisé par le groupe de la Banque mondiale à l'intention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets. Pendant 2 jours, les participants se penchent sur des questions liées à la passation des marchés, à la gestion financière et à la conformité fiduciaire. C'est un atelier de sensibilisation, donc nous espérons que les participants auront été mieux sensibilisés sur ces questions de fraude et de corruption, qu'ils auront également compris, disons, mieux les mécanismes de gestion des plaintes et enfin, ils auront également compris, disons, les modalités d'intervention de notre département de l'intégrité et tous les canaux, tous les boulevards qui sont offerts aux différentes parties impliquées dans les projets financés par la banque, pour remonter les cas de plainte ou remonter les cas de dénonciation pour des fraudes ou des corruptions. Les acteurs de la chaîne des politiques publiques, de la chaîne d'exécution des dépenses, que ce soit des dépenses courantes et des dépenses d'investissement, il y a les acteurs de la commande publique. Renforcer la capacité des acteurs en matière de gestion, mais aussi en matière d'anticipation. C'est une initiative qui rentre dans le cadre d'une vision globale des autorités. Fraude, corruption, conflit d'intérêts ou encore insuffisance dans les procédures de contrôle, autant de défis qui peuvent compromettre l'atteinte des résultats attendus. Je suis très satisfaite parce que dans les clauses des contrats, nous essayons de les mettre en application. Je pense que cette journée m'a permis aujourd'hui d'avoir une grande visibilité sur ces préventions de ces différentes pratiques. Au-delà du partage de connaissances, cet atelier conjoint se veut un véritable appel à l'action. Les organisateurs exhortent les parties prenantes à renouveler leur engagement pour une gestion responsable des projets. C'est un espace idéal pour l'apprentissage des élèves du district de Satina, préfecture de l'Abbé. L'école primaire de cette localité fait peau neuve. Le Lions Club International et la communauté ont financé les travaux de réhabilitation de cette infrastructure scolaire. Coût global du projet, près de 130 000 $. RTG l'Abbé, Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Dans la sous-préfecture de Poupodara, le district de Satina se modernise avec la rénovation et l'extension de l'école primaire, la construction d'un bâtiment administratif, d'une bibliothèque,
d'une salle informatique ainsi que l'installation d'un forage et d'une aire de jeu. Ces réalisations sont financées à hauteur de plus de 120 000 $ par la fondation de Lions Club International. Comme projet sur papier est désormais une école rénovée, agrandie, équipée et prête à offrir à nos enfants un environnement d'apprentissage plus digne, plus sûr et plus adapté à leurs besoins. En ma qualité d'ingénieur conseil et maître d'œuvre du projet, je suis particulièrement satisfait de constater que les travaux ont atteint les objectifs fixés et répondent aux critères et les exigences fonctionnelles du projet. Ces nouvelles infrastructures scolaires constituent un véritable levier pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de Satina et des localités environnantes. Depuis plus de 100 ans, les Lions servent les communautés à travers le monde selon une devise simple mais puissante. Nous servons. Servir, c'est répondre aux besoins des populations. Servir, c'est agir là où les défis sont les plus importants. L'école est le socle du développement. Chaque salle de classe construite, chaque tableau installé, chaque infrastructure éducative mise à la disposition des enfants représente une porte ouverte vers le savoir, l'épanouissement et la réussite. La cérémonie de remise officielle de l'école primaire entièrement réhabilitée et du logement des enseignants a mobilisé les autorités administratives, éducatives et religieuses, ainsi que de nombreuses populations venues de plusieurs localités. Toujours en province, dans la commune urbaine de Nzérékoré, les populations du secteur Momo bénéficient d'un geste de solidarité. Un fourrage de kits scolaires et de prières sont remis aux citoyens. C'est une action de l'ONG humanitaire My Vision et de ses partenaires basés aux États-Unis d'Amérique. Marwan Kamara. C'est un jour de fête pour les habitants du secteur Momo dans la commune urbaine de Nzérékoré. Ici, autorités locales, leaders communautaires et citoyens sont mobilisés pour assister à l'inauguration officielle de ce nouveau forage. Réalisé grâce à l'ONG humanitaire My Vision avec le soutien de partenaires financiers américains, cet ouvrage vient répondre à une préoccupation majeure des populations confrontées depuis plusieurs années aux difficultés d'approvisionnement en eau. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, l'accès à cette ressource vitale restait un défi quotidien pour nos mamans et l'ensemble des ménages du secteur 5. Aujourd'hui, ce calvaire prend fin. Vous ne donnez pas seulement de l'eau, vous offrez du temps, vous offrez encore le développement à Momo. Au-delà de l'inauguration, la cérémonie s'est poursuivie par une remise des kits scolaires aux élèves ainsi que des kits de prière destinés aux fidèles de la communauté. Un geste de solidarité qui vise à soutenir à la fois l'éducation des enfants et les pratiques religieuses des habitants. Depuis plus d'une décennie, notre institution s'investit sans relâche dans la région administrative de Nzérékoré. Nous assurons la dignité et l'épanouissement d'une vingtaine d'âmes vulnérables. Et en soutenant les élèves les plus méritants des zones rurales par l'octroi des fournitures et des substances. Nous œuvrons pour la paix durable en facilitant des actions d'assistance ponctuelle dans les églises et les mosquées. J'invite la population bénéficiaire à tout mettre en œuvre en vue de l'utilisation rationnelle et l'entretien obligatoire de cet ouvrage. Cette action humanitaire redonne espoir aux habitants du secteur Momo et témoigne de l'importance de la solidarité pour le développement durable des communautés locales. Enfin, sport, football, accueillir à nouveau les grandes compétitions de foot africain à domicile. C'est l'ambition affichée par les autorités à travers le processus d'homologation du stade général Lansana Conté de Nongo. Quelques jours après la visite des experts de la CAF, le ministre est rendu récemment sur le site pour constater l'évolution des travaux et suivre l'exécution des recommandations formulées. Le ministre Selou Baldé exige aux techniciens de doubler les équipes pour être dans le délai. Komara Moussa, Mangamori Kamara. Majestueux et moderne, le stade général Lansana Conté de Nongo se prépare à accueillir les grandes compétitions.
Accompagné des responsables techniques de son département, le ministre de la Jeunesse et des Sports effectue une visite d'évaluation afin de s'assurer du niveau d'exécution des recommandations faites par les inspecteurs de la CAF, Confédération africaine de football, dans le cadre de son homologation il y a plus d'une semaine. Nous sommes venus voir est-ce que d'abord ils ont pu intégrer ces recommandations et comment ils sont en train de s'y prendre pour les mettre en œuvre. Heureusement, nous avons trouvé que beaucoup de ces recommandations sont déjà en train d'être implémentées. Les travaux sont en train vraiment d'avancer également au niveau du stade de Nongo, il faut s'en féliciter. Il y a des petits soucis liés à la livraison du matériel qui doit arriver pour la toiture de l'autre côté, parce que ici c'est un stade couvert et donc il y a que la cargaison qui doit arriver est un peu en retard, mais il faut dire que cela ne va pas fondamentalement impacter l'homologation ou l'approbation du stade, parce qu'une fois encore ce n'est pas un critère indispensable pour l'approbation. Sur le terrain, les travaux évoluent à un rythme soutenu, mais pas suffisant pour le ministre Baldé qui demande à l'entreprise de multiplier les équipes et travailler sans répit. Sécurité, logistique, équipement, accès, zone mixte, vestiaire, aucun détail n'a échappé à Cellou Baldé et son équipe. Une ambition portée par la rigueur, soutenue par l'engagement de l'entreprise. I try to explain this. We are still focusing, on the CAF requirements. À ce niveau, nous travaillons sur le côté ouest, comme c'est là où la CAF est très contrôlée. Donc, tout ce qui est côté CAF, on va faire ça. Tout ce qui est sécurité du stade, la circulation, les accès et tout ce qui est CCTV, c'est là où nous sommes en train de travailler majoritairement en ce moment. Le gazon n'est pas encore posé sur la pelouse, mais la plupart des recommandations sont exécutées à date à 90%. À l'extérieur du stade, tout l'espace est aménagé. Les travaux de la tribune de ce terrain d'entraînement des équipes, par exemple, avancent à grands pas. À présent, la lecture de cette décision dès 2026 001 0012 MMG CAB portant suspension du directeur national des mines et carrières. Le ministre a vu la Constitution. Décide, article 1er, suspension. Monsieur Ousmane Kaba, directeur national des mines et carrières, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la date de signature de la présente décision. Article 2, intérim. Pendant la durée de cette suspension, l'intérim est assuré par le directeur national adjoint des mines et carrières. Article 3. Mise en œuvre, le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie et toutes les autorités compétentes sont chargés de l'exécution de la présente décision. Article 4, disposition finale. La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, le 22 juin 2026, Bouna Silla. Décision de 2026 0023 M et 2D CAB portant suspension des directeurs préfectoraux de l'environnement et du développement durable. La ministre, vu la Constitution, décide. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont suspendus de leurs fonctions. 1. Lieutenant Manimou Théa, matricule 275 744P, hiérarchie A2, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Mandiana. 2. Lieutenant C.C. Bignan, matricule 216 678F, hiérarchie A2, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Kouroussa. 3. Monsieur Sanda Mouri Keita, matricule 228091V, hiérarchie A, directeur A1, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Dinguiraï. Article 2. Les fonctions d'intérim sont assurées par les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. 1. Capitaine Mamadou Seloudaka Diallo, matricule 275 629R, hiérarchie A2, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Mandiana. 2.
Lieutenant Sori Konatri, matricule 275 690 R. Hiérarchie A2, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Kouroussa. 3. Lieutenant Kerfala Keita, matricule 260 825 T, hiérarchie A2, directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Dinguiraye. Article 3, la présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry le 22 juin 2026, Diami Diallo. Et puis, se communiquer à l'intention des populations des communes concernées, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire informe l'ensemble des citoyens que dans le cadre des opérations d'assainissement urbain, de prévention des inondations et de sécurisation des ouvrages de drainage, une vaste campagne de libération des emprises, des passages d'eau, caniveaux et autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales est actuellement en cours dans plusieurs communes. À cet effet, toutes les installations, constructions, occupations, dépôts de matériaux, commerces et autres encombrants physiques identifiés préalablement marqués par les services techniques compétents de l'État devront être libérés sans délai par leurs occupants, propriétaires ou exploitants. Cette opération d'intérêt public vise notamment à assurer le libre écoulement des eaux pluviales, prévenir les risques d'inondation ainsi que les pertes en vie humaine et les dommages matériels, protéger les infrastructures et équipements publics, préserver l'environnement et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Le ministère invite en conséquence toutes les personnes concernées à faire preuve de civisme, de responsabilité et d'esprit civique en procédant volontairement au dégagement des emprises concernées avant le démarrage des opérations de démolition et d'évacuation forcée. Il est rappelé que tout refus d'obtempérer ou toute entrave à l'exécution de cette opération expose son auteur aux mesures prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les autorités administratives locales, les collectivités territoriales ainsi que les services de défense et de sécurité sont instruits de veiller à l'application rigoureuse du présent communiqué. Le gouvernement sait pouvoir compter sur la compréhension, la responsabilité et le patriotisme de chacun pour assurer le succès de cette opération d'utilité publique visant à protéger les populations et leurs biens. Fait à Conakry le 6e mois 2026, le ministre Mohamed Lamine Si Savané. Et puis la haute autorité de la communication, félicitations, dépôt des rapports régionaux et rencontre à Kindia 8-11 juillet 2026. Chers superviseurs de Conakry et de l'intérieur du pays, chers points focaux de la HAC, chers patrons des radios privées partenaires, chers chefs des stations de la radio rurale, je tiens à vous renouveler au nom de la HAC nos plus vives félicitations pour la qualité exceptionnelle du travail accompli lors de la gestion de la campagne médiatique des élections présidentielles du 28 décembre 2025, législatives et communales du 31 mai dernier. Votre engagement constant a grandement contribué au succès de cette mission pour notre institution. Voici les prochaines directives. Rapports régionaux. Les points focaux et les superviseurs doivent rédiger les rapports sous la coordination directe des coordinateurs régionaux. La date limite impérative pour le dépôt de ces documents est fixée au jeudi 2 juillet 2026. Rencontre à Kindia. L'atelier national d'élaboration et de validation du rapport général des campagnes médiatiques présidentielles, législatives et communales se tiendra officiellement les mercredis 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juillet 2026 à Kindia. Les délais, les détails logistiques vous seront communiqués très prochainement. Je sais pouvoir compter sur votre rigueur et votre diligence habituelle pour le respect de ce calendrier. Cordialement fait à Conakry le 22 juin 2026 pour la haute autorité de la communication, Boubacar Yassine Diallo. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.